Ce qui nous unit à la CEDEAO est plus fort que la conjoncture politique et transcende les vicissitudes du moment. Déclaration du chef du gouvernement lors d'une rencontre ce lundi avec le corps diplomatique accrédité au Mali. Avec les diplomates, il a été question du choix et des orientations de la transition. La Direction générale de l'enseignement supérieur et l'Agence malienne de l'assurance qualité supérieure sont désormais logés dans des nouveaux locaux. Inaugurés ce matin par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, l'infrastructure a coûté plus d'1 milliard de nos francs. Les membres du Conseil économique, social et culturel en conclave depuis ce matin. L'institution tient la première session ordinaire de sa 6e mandature. La rencontre de 15 jours porte sur les réformes institutionnelles, politiques et sécuritaires. Focus Santé, le numéro de ce lundi a trait à la mauvaise haleine. Selon les spécialistes, plusieurs facteurs peuvent la provoquer, parmi lesquels le manque d'entretien buccal. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, nos excuses pour ce léger retard. Le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce matin la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs. Instituée depuis un certain temps à la présidence et dans les 10 départements ministériels, l'initiative vise à susciter le respect des symboles de l'État et de développer le sens de la citoyenneté. Le drapeau national, qui flotte fièrement, ici fièrement au sommet de Koulouba, au moment où l'armée nationale mène un combat sans merci contre le terrorisme pour confirmer notre souveraineté. Montée des couleurs ce matin au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a rencontré aujourd'hui le corps diplomatique accrédité au Mali. Avec les diplomates, il a été question du choix et des orientations de la transition. Mamadou Fani. $1,2 milliard de francs CFA. C'est le coût de réalisation du nouveau siège de la Direction générale de l'enseignement supérieur et l'Agence malienne de l'assurance qualité supérieure. Le dit bâtiment permettra d'améliorer la qualité de travail du personnel des deux structures. Selon le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'inauguration, les autorités mettront tout en œuvre pour offrir une éducation de qualité aux élèves et étudiants maliens. On en parle avec Khadija Toukone et Moulay Sidibé. L'innovation, la création individuelle et collective sont les objectifs visés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Plus d'1,2 milliard de francs CFA ont été débloqués pour la réalisation de ce joyau architectural. Ce bâtiment abritera désormais la Direction générale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Agence malienne de l'assurance qualité supérieure. Il permettra l'amélioration des conditions de travail du personnel et tous les travailleurs des deux structures y seront logés. La réforme globale du système de l'enseignement supérieur a insufflé une nouvelle dynamique qui encadre l'autonomie des institutions d'enseignement supérieur et renforce le pilotage du système en créant d'une part une agence autonome d'assurance qualité sous le nom d'Agence malienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, AMACSUP, et de l'autre, une administration centrale à renforcer la Direction générale de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, DGRS. Le gouvernement du Mali et ses partenaires ont souhaité faire de la construction et l'équipement d'infrastructures pédagogiques de recherche, notamment à travers les laboratoires et administratifs modernes, au service du sous-secteur de l'enseignement supérieur, un pilier des réformes à entreprendre pour permettre à ces sous-secteurs de participer pleinement à résorber les crises que connaît notre pays. Le plan et le suivi des travaux de cette infrastructure de 7000 m² ont été faits par les anciens étudiants de l'ENI et l'ISIO, chose qui a été fortement saluée par les autorités présentes, comme pour dire que le Mali produit l'excellence. Pour la première fois, la Banque mondiale confie la maîtrise d'œuvre d'un projet d'une telle envergure à un consortium composé de deux écoles, l'ENI et l'ISIO, dans le cadre d'un partenariat public-privé, PPP. Une publique, c'est l'École nationale d'ingénieurs, Abdourahmane Bamatouré, qui est l'une des plus vieilles écoles d'ingénierie d'Afrique de l'Ouest.
et l'autre privé, l'École supérieure d'ingénieurs d'architecture et d'urbanisme, ESIO, qui est créée il y a environ 15 ans. Les étudiants des deux écoles, sous l'encadrement des professeurs, ont élaboré les études architecturales et ont participé au suivi des travaux de construction, constituant pour eux un terrain de travaux pratiques. Offrir une éducation de qualité fait partie des priorités des autorités maliennes. Fruit de la coopération Mali-Banque mondiale, ce bâtiment est important dans l'architecture de l'enseignement supérieur. La réalisation de cette infrastructure, fruit d'une coopération entre la République du Mali et le groupe La Banque mondiale, témoigne de notre engagement commun à faire de la formation du capital humain une priorité. Cet engagement commun a été renouvelé le 5 décembre 2021 à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, à l'occasion du sommet conjointement organisé par les pays du G5 Sahel et la Banque mondiale sur le thème « Le Sahel, demain se construit à l'école d'aujourd'hui ». Au terme du sommet de Nouakchott, nos États sahéliens et la Banque mondiale ont mis l'accent sur la nécessité d'une plus grande articulation entre les orientations stratégiques des politiques nationales de chacun de nos pays et celles de la Banque mondiale. Ils ont également convenu d'améliorer substantiellement les résultats de l'éducation en accroissant les futurs investissements sectoriels dans la formation du capital humain. L'impact de l'enseignement supérieur sur le développement social et économique ne doit pas être sous-estimé. Il a un rôle de levier essentiel de développement selon le Premier ministre. L'éducation est considérée comme un bien public. Elle est au cœur des politiques nationales et occupe une place importante dans le plan d'action du gouvernement adopté par le Conseil national de transition le 12 août 2021. Dans le cadre de la refondation de l'État malien, le gouvernement de transition met tout en œuvre pour soutenir l'enseignement supérieur dans sa vocation de formation de haut niveau, pour mieux positionner notre pays dans le concert des nations africaines et des économies compétitives. L'enseignement supérieur rencontre des difficultés au Mali, mais tout comme la santé et la sécurité, il doit être pris à bras-le-corps pour la formation des compétences afin que nos universités soient les plus productives, selon le chef de gouvernement. Les membres du Conseil économique, social et culturel sont en conclave depuis ce matin. L'institution tient, je vous l'annonçais dans le titre, la première session ordinaire de sa 6e mandature. Une rencontre de 15 jours qui porte sur les réformes institutionnelles, politiques. La session s'est ouverte en présence du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Salut Tandaou. Une bonne gouvernance et le bien-être du peuple, l'une des aspirations du Conseil économique, social et culturel, dont le rôle est de conseiller les décideurs dans la formulation des politiques publiques. À l'entame de ses propos à l'occasion de la première session ordinaire de la 6e mandature, le président Yacouba Katilié laisse comprendre que l'institution est préoccupée par la situation actuelle du pays. Nous exhortons les organisations régionales et les partenaires à privilégier la voie du dialogue avec les autorités de la transition afin de parvenir à un chronogramme raisonnable. Ce dialogue devrait tenir en compte la dimension sécuritaire et l'impératif des réformes politiques et institutionnelles. Repenser notre démocratie et la mettre en phase avec les enjeux et défis actuels, c'est la vision du Conseil pour le Mali nouveau, tant souhaité par les Maliens. Selon le président Katilié, le Mali croit naîtra impérativement avec des réformes. Le Conseil économique, social et culturel, force de proposition et d'orientation des pouvoirs publics, a, à l'aune de la politique des réformes annoncées par les autorités de la transition, consacrer les thèmes de la première session ordinaire de sa 6e mandature aux réformes institutionnelles, politiques et sécuritaires, contribution du Conseil économique, social et culturel. Les membres du Conseil passeront au peigne fin tous les aspects des réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires. Cette session de 15 jours se penchera également sur la question de la commande publique, qui est un moyen d'absorption de la production nationale.
L'autorité de protection des données à caractère personnel vient de tenir sa première session ordinaire au titre de l'année 2022. La rencontre porte sur une centaine de plaintes et de dossiers. De cette session, on retient que l'APDP a obtenu d'excellents résultats et a versé 38 millions de francs CFA au Trésor public à l'issue des sanctions infligées à certains services privés pour non-respect de protection des données à caractère personnel. Boubacar Sissoko. Les données à caractère personnel, qu'elles soient civiles, nominatives, professionnelles ou sensibles, doivent être protégées. L'autorité de protection des données à caractère personnel, depuis sa création, travaille avec efficacité et professionnalisme pour lutter contre le piratage et la cybercriminalité. La protection des données personnelles est une nouvelle branche du droit appelée à prospérer, d'autant qu'elle se propose de constituer un rempart pour les citoyens contre le piratage des données, les astuces et les subterfuges de l'informatique, l'usurpation et le trafic de l'identité de l'homme, les pièges et les formes déguisées d'espionnage. Au compte de cette première session ordinaire, les commissaires ont examiné une centaine de plaintes et documents de conformité soumis à leur appréciation. Les objectifs atteints de sa création à nos jours incitent à l'optimisme, d'autant qu'ils attestent de façon tangible la propension de cette autorité à faire de la protection des données personnelles un véritable instrument de promotion des droits de la personne dans un monde de plus en plus soumis aux dictats que lui imposent les technologies de l'information et de la communication. Les stratégies et le professionnalisme des cadres de la PDP ont déjà porté des fruits. Les résultats atteints, selon les commissaires, sont tangibles. Courant 2021, la PDP a sanctionné, entre autres, 2 services privés en porte-à-faux avec la loi, malgré les multiples injonctions à eux adressées par l'entremise des huissiers. Les amendes résultant de ce refus d'obéir à la loi, de se conformer à la loi, ont été respectivement de 18 et 20 millions de francs CFA entièrement versés au Trésor public. Le président de l'APDP et son équipe sont déterminés à renforcer les mesures de protection des données à caractère personnel dans le seul but de déjouer et de démanteler les nombreuses tromperies et pièges sur fond d'espionnage auxquels les citoyens peuvent être confrontés. La 35e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est tenue les 5 et 6 février 2022 à Addis Abeba. Le Mali n'a pas pris part à cette conférence. Néanmoins, en marge du sommet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rencontré à Addis Abeba ses homologues des États africains afin de leur apporter des éléments d'appréciation de la situation au plan national. Écoutons le ministre Abdoulaye Diop au micro de Rachel Tessuké. Nous avons partagé avec mes homologues, les différents interlocuteurs ou chefs d'État que nous avons rencontrés, tant de la CEDEAO que d'autres pays de l'Union africaine, informés de la décision du président de la transition de faire en sorte que le Mali puisse s'approprier ce processus de sortie de crise. Et dans ce cadre-là, il a mis sur la table une initiative importante qui est de rechercher la solution avec les Maliens eux-mêmes assis dans le siège du pilote, notamment en proposant la mise en place d'un mécanisme de concertation avec les partenaires de la communauté internationale et de la CEDEAO, tant au niveau politique qu'au niveau technique, pour pouvoir travailler rapidement à trouver un calendrier consensuel qui puisse permettre de reprendre notre place au sein de ces organisations. Avec l'ensemble des partenaires que nous avons rencontrés, nous avons eu le sentiment d'avoir été entendus, d'avoir été compris aussi, mais l'ensemble des partenaires aussi ont salué cette initiative du président de la transition et du gouvernement, mais aussi apprécié sa volonté de dialogue. Nous en partons assez réconfortés et satisfaits d'avoir profité de cette opportunité pour asseoir une meilleure compréhension de la situation. Nous avons compris que l'intérêt pour le Mali est très élevé,
tant au niveau des chefs d'État que nous avons rencontrés, mais nous avons aussi noté parmi tous les interlocuteurs, même des participants simples, beaucoup de sympathie pour le Mali. Je suis certain que dans le cadre d'un dialogue serein et des intérêts que nous avons, parce que nos pays sont liés, nous sommes des pays frères, nous avons des relations très très complexes et très diversifiées sur différents plans. Donc c'est de dire que malgré ces éléments, le Mali reste toujours engagé par rapport à l'agenda africain, et par rapport à la nécessité d'avoir une solidarité africaine. La mission du ministre de la Réconciliation nationale avec certains mouvements signataires de l'accord d'Alger a suscité beaucoup d'interrogations. Alors, pour apporter des éclairages, le colonel-major Ismaël Ouagué a organisé une conférence de presse pour apporter les éléments de réponse. Il est au micro de Youssouf Diakité. Il est important de savoir que cette mission s'inscrit dans le cadre d'une compréhension et d'une recherche de solutions de compromis entre les mouvements qui sont signataires de l'accord, mais aussi qui ont initié une nouvelle structure qu'ils ont intitulée le cadre stratégique permanent CSP. Depuis quelques mois, ce cadre a été mis en place par certains mouvements signataires de l'accord d'Alger. Il s'agit des mouvements qui sont au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad, appelée la CMA, c'est-à-dire le MAA, le MNLA et le HCIA. Il y a aussi une partie des mouvements qui sont au niveau de la plateforme, c'est-à-dire le GATIA, et aussi une partie des mouvements de l'inclusivité, et c'est le MSA, d'AUSAC, comme on a l'habitude d'appeler. Donc, ce sont ces mouvements signataires de l'accord qui se sont retrouvés au niveau de ces structures qu'ils ont appelées le cadre stratégique permanent. La compréhension de l'État par rapport à ces cadres, c'était que ça puisse servir de point de réconciliation entre les mouvements et les communautés. Les Italiens qui ont aidé les mouvements initiateurs de ce cadre à se mettre en place ont approché le gouvernement à travers ma personne et ont demandé que l'objectif, c'était d'aider les communautés, c'était d'aider les populations pour des questions de réconciliation et des questions de développement. Et que leur objectif en aidant à la mise en place de ce cadre-là, ce n'était pas pour créer des problèmes entre l'État et les mouvements, et ce n'était pas aussi pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Et qu'au regard de ces situations, ils demandent vraiment quelles sont les conditions de l'État pour qu'on puisse se retrouver autour de ce cadre qu'eux ils soutiennent pour le développement et la réconciliation. Donc les positions du gouvernement ont été partagées clairement avec eux. Et c'est à l'issue de cette rencontre qu'ils ont décidé d'inviter tous les mouvements initiateurs de ces structures à Rome, mais aussi avec certains mouvements qui ne sont pas dans cette initiative. J'ai été invité par la partie italienne qui m'a dit clairement, monsieur le ministre, conformément à ce que vous avez dit, nous avons travaillé dans ça et nous avons trouvé un point de consensus. Il serait souhaitable que vous veniez pour qu'on puisse finaliser. Effectivement, j'ai constaté que ce qui était demandé par le gouvernement était vraiment pris en compte. En tant que ministre en charge de ces questions, je me retrouvais clairement dans ce qui était demandé. Donc c'est comme ça qu'on a fait une rencontre. Et à l'issue de cette rencontre, nous avons décidé de venir se retrouver à Bamako ici pour commencer à travailler de façon étroite et se donner un mois le temps de se mettre ensemble pour travailler sur la nouvelle structure qu'on a décidé de mettre en place. Nous sommes engagés sur la voie de la vérité, de la sincérité et de l'honnêteté. Et c'est ça qui paye. Donc souvent c'est difficile, mais malheureusement c'est comme ça. L'artiste sénégalais Didier Awadi est à Bamako. Il a profité de son séjour pour donner son point de vue sur la situation qui prévaut dans notre pays. L'artiste panafricaniste réitère son soutien au peuple malien. Il invite les jeunes à l'union sacrée autour des autorités de la transition. Il est au micro de Sadio Maïga. Aujourd'hui, si je suis à Bamako, c'est une marque de solidarité au peuple malien. En ce moment où je pense qu'on a besoin de solidarité panafricaine
Aujourd'hui, ce qui se passe est triste, qu'on puisse sanctionner un peuple en voulant sanctionner une action politique, la conséquence d'une mauvaise gestion. Et on veut sanctionner un mal, mais on n'a jamais sanctionné les causes du mal. Voilà pourquoi on s'indigne. On aimerait bien que la CEDEAO s'habitue à sanctionner les sources du mal. La mauvaise gestion de la justice, la mauvaise gestion des corruptions, la mauvaise gestion du pouvoir, la mauvaise gestion de nos institutions et la fragilisation de nos institutions par les hommes qui gèrent le pouvoir. Ça, c'est les sources du mal. Il faut agir sur les sources du mal et ne pas s'exciter sur les conséquences du mal. La politique française au Mali et la politique française un peu partout. Ce n'est pas ce qui m'intéresse réellement. C'est quelle politique les pays africains doivent avoir aujourd'hui. Parce que je ne suis pas dans l'excitation contre la France ou contre qui que ce soit. Je ne suis pas plus pour la Russie que pour la France, que pour la Chine, que pour l'Amérique. Je suis pour la souveraineté totale des pays africains. C'est de ça qu'il s'agit. Le Centre de recherche et de formation pour l'industrie textile Cerfitex vient de tenir à Ségou la 18e session de son conseil d'administration. Les projets de programme annuel d'activité et le budget prévisionnel 2022 étaient à l'ordre du jour. Honoré Tchenou. Le procès verbal de la 17e session, les rapports d'activité et financiers 2021, le projet de programme annuel d'activité ainsi que le budget prévisionnel 2022, voilà entre autres documents soumis à l'appréciation de cette 18e session du conseil d'administration du Cerfitex. Des activités prévues en 2021 ont été réalisées à hauteur de souhait. Ces résultats pertinents ont concerné entre autres l'appui aux entreprises de la filière coton textile au Mali, mais aussi dans la sous-région. Le développement de métiers textiles artisanaux efficaces qui sont en cours de prototypage. Le maintien et le recrutement du personnel qualifié et en quantité suffisante à travers un appui politique et institutionnel s'avère nécessaire pour le Cerfitex afin de consolider sa position avec un label de centre d'excellence et un budget conforme aux attentes. Le budget 2021 du Cerfitex en recettes et en dépenses se chiffre à la somme de 1,2 520 000 francs CFA. Toutefois, à cause de la crise multidimensionnelle que connaît notre cher pays, le crédit notifié a été de 894 365 988 francs CFA. Le montant exécuté est de 869 68 599 francs CFA, avec un taux d'exécution de 97%. Pour l'année 2022, le budget prévisionnel est de 1,070 385 000 francs CFA. Le contrat de performance 2021-2022 constitue également un des points inscrits à l'appréciation des membres du conseil d'administration au cours de cette session ordinaire du Cerfitex. La journée internationale de lutte contre l'excision a été délocalisée cette année à Bougouni. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et ses partenaires l'ont célébré ce dimanche sous le thème « Accélérer les actions pour mettre fin aux mutilations génitales féminines au Mali ». Koumba Sissé et Karunga Konate. Nombreuses sont les petites filles et les femmes qui vivent avec les séquelles des mutilations génitales féminines. Pour bannir cette pratique traditionnelle, le ministère chargé des questions de la petite fille et de la femme et ses partenaires renforce la sensibilisation sur le terrain. Ce 6 février, journée internationale de lutte contre l'excision, a été une occasion d'expliquer les effets néfastes de cette pratique à la population de Bougouni, une zone où le taux de l'excision est élevé. Permettez-moi de me réjouir du choix porté sur notre région. Elle est venue à point nommé, car nous savons que la région de Bougouni est une zone où les pratiques traditionnelles néfastes sévissent. Les infections, l'hémorragie, les difficultés liées à l'accouchement, la fistule, ce sont là quelques méfaits des mutilations génitales féminines. On comprend alors pourquoi le gouvernement et ses partenaires s'investissent pour l'abandon de cette pratique. Malgré les conséquences qu'on connaît tous, notamment les femmes, les mamans qui eux-mêmes ont eu cette expérience de l'excision,
toujours 74% des hommes et 76% des femmes ont déclaré que la pratique de l'excision doit continuer. L'année 2021 a été particulièrement riche en activités d'information et de coordination des activités. Ces actions sur le terrain ont amené 403 villages à déclarer l'abandon de la pratique de l'excision. Pour atteindre notre objectif, nous devons renforcer aussi nos normes juridiques nationales et les mettre en cohérence avec les normes internationales. Les partenaires du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille lui ont remis des kits pour accélérer l'abandon de la pratique de l'excision. Cette journée à Bougouni a été également meublée par la présentation d'un sketch et la projection d'une bande dessinée sur l'excision ainsi que la prestation de la troupe folklorique locale. Les réseaux de lutte contre le tabac et d'autres stupéfiants viennent d'organiser une conférence de presse. Le but était d'informer l'opinion publique de son combat contre le tabagisme. Boubacar Kanouté. Cette conférence de presse visait à informer et sensibiliser l'opinion nationale sur le combat du réseau de lutte contre le tabac et autres stupéfiants. Il s'agissait aussi pour les membres du réseau d'inviter les pouvoirs publics à la vigilance au regard du développement d'un environnement propice à la consommation du tabac. La rencontre d'information et de sensibilisation que nous organisons aujourd'hui est une riposte pacifique visant à attirer l'attention des pouvoirs publics, l'opinion nationale et les partenaires au développement impliqués dans la lutte contre le tabac et autres stupéfiants. Les conséquences sanitaires, socio-économiques et environnementales du tabagisme sont désastreuses. Les membres de ce réseau anti-tabac se disent prêts à accompagner les autorités pour l'application stricte des dispositions pour lutter contre le fléau. Le RELUTAS propose toute initiative pacifique et légale en matière de communication pour informer et sensibiliser l'ensemble des parties prenantes à une réelle prise de conscience et parvenir en la mise en place d'une synergie d'action pacifique et constructive. Les questions des journalistes ont notamment porté sur le mécanisme de combat au sein des écoles ainsi que la consommation du chicha dans les milieux scolaires. Le ministre de la Santé et du Développement social a procédé aujourd'hui à l'inauguration des 3 centres de paiement de la Caisse malienne de sécurité sociale dans le district de Bamako. Ces infrastructures ont coûté près de 352 millions de francs CFA à l'État. Drissa Kone. Ce sont 3 centres flambant neufs respectivement à Djelibougou en commune 1, à Sebeninkoro en commune 4 et à Faladje en commune 6, inaugurés par le ministre en charge de la Santé. Cette déconcentration de la Caisse malienne de sécurité sociale de CMSS rapproche la caisse aux pensionnaires. Pour nous, c'est déjà un bonheur. Vous savez que nous avons des soldats, des sous-officiers et des officiers et des généraux. Au bas de l'échelle, malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas assez de pension. Et ces centres-là les rapprochent. Et c'est pour eux non seulement un gain de temps, mais un gain d'argent. Le rapprochement des différents centres de paiement des pensionnaires que nous sommes, ça n'est plus qu'une facilité. L'acquisition de nos droits, notamment de nos pensions. C'est pourquoi nous saluons l'initiative. Les services de proximité de la pension dans les communes de Bamako sont en location depuis la création de la CMSS en 1961. Ce programme de construction de 6 centres de paiement dans le district facilitera les démarches administratives des affiliés actifs et retraités. Il y a quelques années, nous avons procédé à la signature d'une convention d'objectifs et de moyens entre la Caisse malienne de sécurité sociale et le département de tutelle. Et dans ce document, la CMSS s'est engagée à offrir une meilleure qualité de service à ses assurés. Et dans cela, dans l'atteinte de cet objectif-là, il y avait la construction des centres de paiement pour offrir un meilleur cadre d'accueil aux assurés et de meilleures conditions de travail au personnel de la CMSS. Le coût de réalisation de ces 3 centres est estimé à environ 352 millions de francs CFA. Les autorités de la transition à travers ces centres accordent une importance particulière à ceux et celles qui ont tout donné pour le Mali.
Point Covid 10 jours, les services de santé ont enregistré 3 nouveaux cas positifs sur 997 tests réalisés, 105 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 2225 patients sont sous traitement. Je vous le disais au début de ce journal, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a rencontré aujourd'hui le corps diplomatique accrédité au Mali. Avec les diplomates, il a été question du choix et des orientations de la transition. Mamadou Fane. Cette rencontre du Premier ministre avec le corps diplomatique accrédité au Mali s'inscrit dans le cadre d'une tradition de concertation qui repose sur le dialogue avec les partenaires du Mali. Il s'agit pour le chef du gouvernement d'expliquer les choix et les orientations du gouvernement de la transition. L'action diplomatique du Mali, mesdames et messieurs, repose, comme vous le savez, sur la coopération, la solidarité, l'entraide, la compréhension mutuelle, le bon voisinage. Ces principes se nourrissent à la source vivifiante du dialogue fécond et constant que nous entretenons avec tous les pays amis et organisations partenaires. J'insiste bien volontiers sur les vertus du dialogue et de la concertation, que nous souhaitons toujours plus fluides, dynamiques, constructifs, tant avec les partenaires bilatéraux que les organisations sous-régionales, continentales et internationales. Pour le Premier ministre, la transition malienne est la résultante de la mauvaise gouvernance et un déficit démocratique qui ont conduit à un soulèvement populaire. Toutes choses qui doivent être prises en compte par la CEDEAO et l'ensemble de la communauté internationale. Ce qui nous oppose aujourd'hui à la CEDEAO, en ce moment, c'est la différence de grille de lecture de la transition politique en cours au Mali, notamment sur ses spécificités, sur ses défis et ses enjeux, qui la différencie de beaucoup de processus politiques similaires en cours en Afrique. Ce qui nous oppose à la CEDEAO, c'est le prisme simpliste d'analyse qui ne tient pas compte de notre point de vue, ni de l'aspiration profonde du peuple malien au changement et à la stabilité, ni à la complexité de la crise multidimensionnelle qui affecte le Mali depuis plus d'une décennie. Le partenariat, pour nous, c'est la non-immixtion, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le respect plein et entier de sa souveraineté et de son indépendance. Le partenariat, pour nous, ce n'est pas de nous donner des injonctions, des leçons, mais de se parler en faisant preuve d'écoute mutuelle pour comprendre et, si possible, prendre en compte nos préoccupations réciproques. Le chef du gouvernement a rappelé que le Mali restera mobilisé et déterminé à assurer sa sécurité. Il a salué les FAMA pour les résultats obtenus ces derniers temps. Je voudrais saluer et encourager les forces armées maliennes, nos forces de défense et de sécurité, pour leur bravoure et leur engagement au combat sur le terrain. Je leur dis que les victoires militaires éclatantes, les victoires tactiques et les victoires opérationnelles engagées ces dernières semaines et ces derniers jours remplissent légitimement les Maliennes et Maliens de fierté et d'espoir. Je salue l'engagement aux côtés des forces armées maliennes, de leurs frères d'armes, des forces internationales. Quant au doyen des corps diplomatiques par intérim, il a rappelé la nécessité du Mali de maintenir le dialogue avec ses partenaires pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le Mali se trouve au milieu de la diplomatie internationale. Bien sûr, il y a des convergences et des divergences chez nous, mais c'est toujours très nécessaire et précieux de savoir ce qui se passe, ce qui se produira et ce que l'on fait et ce que l'on va faire. Mais de toute façon, la communauté internationale voudrait insister toujours sur l'importance majeure que revêt la réalisation rapide du retour à l'ordre constitutionnel et à la transition. Et pour la durabilité de la paix et la stabilité de ce pays.
Le Premier ministre a remercié le peuple africain pour son soutien et sa mobilisation en faveur du Mali. Il a déclaré que notre pays mérite une solidarité de la part de la communauté internationale et que notre pays assumera ses responsabilités face à l'inertie de certains partenaires. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette rencontre du Premier ministre avec les ambassadeurs accrédités au Mali demain mardi 8 février après le journal de 20h. Cette déclaration du comité directeur du CENI de Faso Iriwaton est réunie en session extraordinaire. Le comité exige sans concession et en toutes circonstances de la reconnaissance de l'indépendance, de la souveraineté du Mali, de l'honneur et de la dignité du peuple malien, la levée immédiate de toutes les sanctions injustes, inacceptable et disproportionné infligé à notre pays, unanimement dénoncé par l'ensemble des Maliennes et Maliens soutenus par de nombreux autres peuples africains et du monde. Aussi, le CENI de Faso Iriwaton apporte un soutien patriotique au Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, au président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, au ministre Ibrahim Ikassa Maïga Ismaël Wagé et à Adama Diarra Diben, tous sanctionnés par l'Union européenne pour des raisons qui font leur fierté. Nous partons en troisième région pour parler des mini-foires aux céréales initiées par le projet Futur Sougou Yiriwa, zone sud à Sikasso, Koutiala et Bougouni. L'événement a permis la signature d'un contrat de vente de plus de 600 millions de francs CFA. Moustapha Doumbia. L'objectif de cette mini-foire aux céréales est de mettre en relation les producteurs, les unités de transformation et les commerçants en vue d'améliorer les revenus de ces acteurs du marché. Cette première édition regroupe une centaine de participants venus de 21 communes du cercle de Sikasso dans lesquelles intervient le projet Fit the Future Sougou Yiriwa Zone Sud Sikasso. On a fait un diagnostic auprès des différents acteurs des systèmes de marché. Et le constat qui est ressorti, c'est que le système de marché était mal structuré et ensuite les transactions commerciales qui se passaient étaient relevées toujours de l'informel. Donc ce qui nous a conduit à prendre en compte cette question. Fit the Future Sougou Yiriwa est financé par l'USAID et mis en œuvre par un consortium d'ONG dans 46 communes des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. À Bougouni et Koutiala, où le projet intervient respectivement dans 14 et 11 communes, des mini-foires ont été aussi organisées sous le parrainage des organisations agricoles. Les paysans auront une facilité d'écouler leur stock, ce qui veut dire qu'ils vont se faire de l'argent pour subvenir à d'autres besoins. Ensuite, l'intérêt qu'il y a, peut-être toutes les zones ne sont pas les mêmes. Il y a des zones démunies. À travers les commerçants, quand même, ces zones démunies pourront être servies en céréales. Les mini-foires aux céréales à Sikasso, Koutiala et Bougouni ont permis la signature des contrats de vente de plus de 675 millions de francs CFA, dont 90 millions pour Sikasso, 500 millions pour Koutiala et 85 millions pour Bougouni. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, poursuit sa mission dans le centre. Après plusieurs secteurs de l'opération Maliko, c'est au tour du GTAD de l'opération Kélétigi de recevoir la visite du chef d'état-major général des armées à la tête d'une forte délégation. Le point de cette visite avec Sékou Konaté, avec le concours de la DIRPA. De Sofara à Tomignan, en passant par Timissa, le chef d'état-major général des armées a trouvé des troupes interarmées bien galvanisées. Il s'agit des forces spéciales, de la garde, de la gendarmerie, des blindés, de la cavalerie, de l'infanterie motorisée et de l'artillerie. Tous à l'œuvre pour l'opération Kélétigi, qui a pour mission de neutraliser et de détruire les bastions des terroristes. Chaque composante dans ces localités a déclaré être à un pourcentage élevé de traitement de terrain et des groupes armés terroristes. Des sorties sont encore programmées pour revoir et fouiller les nids d'égarement par endroits. À Karangana, dans la 8e région militaire, le GTA 2 a aussi traité les zones inaccessibles et continué sa progression vers des zones suspectes.
Nous avons eu à reconnaître plusieurs localités, à savoir les localités où on nous avait signalé des présences ennemies. Donc ces localités commencent par la zone de Denderesso, Zantigila. Ensuite nous avons continué la manœuvre pour venir au niveau de Tchéré, reconnaître les collines au niveau de la frontière avec le Burkina et ensuite la manœuvre continue. Le chef d'état-major général des armées a été impressionné et rassuré par le cadre organique élaboré par le commandant Jetia pour maîtriser toute la zone. J'ai trouvé des hommes très engagés avec un très bel état d'esprit, prêts à défendre les intérêts du Mali, conformément à la vision politique qui est en cours. Il s'agit de redonner au Mali toute sa souveraineté, particulièrement dans les aspects de défense et de sécurité. Les messages que nous avons passés ont été accueillis à ferveur. Il s'agit de quoi? Des messages de félicitations et d'encouragement du président de la transition. Il s'agit des messages de cohésion, d'unité, de solidarité et d'unité du commandement. Et troisièmement, le message de discipline. Et le chef d'état-major général des armées a profité de sa présence pour lancer un message fort à ceux qui, de loin, cherchent à détourner la détermination et l'engagement des hommes de leur mission régalienne. Je voudrais dire toutes ces campagnes de désinformation, de propagande, par-ci, par-là, par rapport à des partenaires obscurs. Nous ne sommes pas dans ça. L'essentiel est que les opérations qui sont en train de mener, ces opérations qui sont en train d'être menées en autonome par les forces armées maliennes, l'expérience que nous avons acquise en train d'être mise en œuvre. Et ce n'est pas un miracle, hein. Ce n'est pas un miracle, ce sont les Maliens, ce sont les militaires maliens qui sont en train d'exécuter cette mission au profit et au bénéfice des populations maliennes. Dans tous les secteurs, la montée en puissance des troupes engagées donne espoir à la hiérarchie. Votre chronique santé vous sera proposée le lundi prochain. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.